serviront à boucher les fossés. Au cours du XVIIIe siècle émerge une classe nouvelle, banque, manufacture, grand commerce, qui rêve d'arracher le pouvoir à l'aristocratie. C'est ça la révolution de 1789. Enfin, le peuple est à l'honneur. Oui, Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates Ah bah maintenant qu'on l'a prise, on va se la démolir cette Bastille. Il restera plus rien, plus une seule pierre. On vous a déjà dit de pas filmer, c'est clair. Écoutez, ça fait très longtemps et puis je rajeunis pas. Pourquoi cette phobie du peuple de Paris ? Il faut bien voir quand même, reprenons un peu la succession des événements. Tout commence quand même, c'est un siècle qui s'ouvre sur une révolution. Et une révolution gigantesque, au cours de laquelle on décapite en plus un roi, ce qui va être un traumatisme pour une nation qui avait l'habitude de considérer le roi comme le père, etc. etc. Ensuite, 1814-1815, vous avez la chute de l'Empire. Ensuite, vous avez 1830, une révolution. En 1830, enfin, la bourgeoisie va accéder au pouvoir avec un régime de banquiers. Les Parisiens marchent sur les Tuileries. allons-y. Pour la charte. Les polytechniciens sont avec nous. Vive la République. Le journal du Temps, juin 1832. Louis-Philippe arrive, Charles X s'en va. Il n'y a plus de roi de France avec son drapeau blanc, mais un roi des Français qui promet de servir les intérêts du peuple, symbolisé par les 3 couleurs. Mais qui représente le peuple auprès du roi bourgeois ? Messieurs Thiers, Guizot et Perrier. Leur idéal se mesure en pièces d'or et ils n'ont que faire des justes récriminations ouvrières. Peuple de Paris, tu t'es battu pour rien. C'est d'ici ? C'est d'ici. Il ne faut pas de quartier. Donc au début du 19e siècle, on se pose la question de refortifier Paris. Alors l'idée ensuite se perd un peu dans les sables et elle ressurgit à partir de 1830. Alors ce qui est compliqué et ce qui va marquer très durablement ce débat, c'est qu'on ne sait pas toujours quelles sont les motivations des gens qui veulent promouvoir les fortifications. C'est que d'un côté, il y a l'idée de défendre la ville contre des attaques extérieures, mais il y a aussi chez un certain nombre de personnes l'idée de défendre parfois le gouvernement contre les attaques du peuple de Paris ou de la populace, comme on peut dire parfois. Là se pose aussi la question de la nature du système de fortification. Très grosso modo, il y a 2 types de solutions. Il y a l'idée d'avoir un mur continu qui entoure la ville comme un rempart à l'ancienne. Et puis, il y a d'autre part un système qui est un système de forts détachés qui se répondent les uns les autres et qui permettent donc de contrôler le territoire à partir de points discontinus. Et donc à portée de canon les uns des autres et qui peuvent prendre donc les armées sous le feu de leurs batteries. Imaginez que des ouvrages de fortification quelconques peuvent nuire à la liberté ou à l'ordre, c'est se placer hors de toute réalité. D'abord, c'est calomnier un gouvernement, quel qu'il soit, de penser qu'il puisse un jour chercher à se maintenir en bombardant sa capitale. D'ailleurs, plaçons-nous dans la réalité. Nous avons de tristes souvenirs de guerres civiles. Le gouvernement a eu des désordres à comprimer. Est-il allé placer des batteries incendiaires dans l'une des positions dominantes de Paris pour tirer à toute volée sur les quartiers occupés par la rébellion ? Du reste, écartons ces tristes souvenirs de guerre civile. Et donc Thiers va profiter de ça, en fait, parce que c'est Thiers qui va jouer un grand rôle. Il va pousser la chose et en 1841, finalement, on décide de se lancer dans la construction de fortifications. En fait, on va faire un double système avec une enceinte continue et un système de forts détachés. Et en fait, l'enceinte, ça ressemble un peu à une espèce de grand viaduc qui passe finalement entre la ville et certaines de ses banlieues, qui coupe parfois certaines des banlieues en deux. Et à partir de 1860, Napoléon III décide d'étendre Paris et à ce moment-là, la limite des fortifications va devenir la limite de la ville. Mais vous aviez donc cet énorme anneau non construit autour de Paris. Le périphérique est venu achever l'aménagement donc de l'ancienne zone des fortifications.
Une voie ferrée relie directement le fort de Vincennes à la place de la Bastille. L'indépendance est une vertu ou une qualité que ce type de régime bonapartiste ou néo-bonapartiste comme aujourd'hui, bonapartisme abattardi, ces régimes-là ne connaissent que les fonctionnements verticaux. Il n'y a pas de respiration démocratique, ils n'aiment pas les lieux d'indépendance. La société ne procède pas par bonds irréguliers. Elle ne franchit pas les obstacles en un jour. Sa marche est lente et continue. La démocratie est le chemin qui doit nous conduire aux réformes sociales. Soyons donc républicains et démocrates pour être socialistes. Moi, j'ai été pris de passion par Charles de l'Écluse parce que, d'une part, c'est une belle histoire. Sous le Second Empire, ou un peu avant, il y a différentes postures de journalisme. Il y a une posture du journalisme corrompu, journalisme complaisant. Et puis il y a une autre posture du journalisme radical, radicalement démocratique. Et Charles de l'Écluse et son cheminement, donc il a été au bagne. Non, les enfants, pas les pavés. Le 24 février 1848, résurrection de la République avec le prolétariat en armes dans les rues de Paris. Le trône assailli de pavés croule en quelques moments sur ses débris fumants. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son. C'est tiers. C'est le bourreau. Assassin! La marée monte, la marée monte. Saint-Cloud est une position militaire. Dès demain, Bugeaud et moi nous y rassemblerons 60 000 hommes. Après-demain, nous serons à l'hôtel de ville, nous aurons les pieds dans le sang. Le roi Louis-Philippe refuse de suivre le conseil d'Adolphe Thiers. Il est renversé. On va pouvoir proclamer la République! Le son du canon. Je déteste la République autant que vous, mais si j'étais son président, je serais obligé de la soutenir. Avril 1848. 1400 pièces d'artillerie sont livrées au fort du Mont-Valérien. 21 juin 1848. Dissolution des ateliers nationaux, 22 000 chômeurs. C'est-à-dire que ces types qui survivaient avec 30 sous, d'un seul coup, n'avaient plus rien. Alors ils étaient descendus dans la rue, ils avaient fait des barricades et c'est tout ce qu'on attendait pour les mitrailler. « 23 juin 1848. L'insurrection éclate. Ça sera le canon de Cavaignac des journées de juin. Les 15 000 émeutiers arrêtés sont enfermés dans les forts. Les vaincus de juin, nos frères qui s'étiolent dans les casemates ou sur les pontons de la contre-révolution, ne seront point amnistiés. Vous demandez l'amnistie, mais s'ils ont un regret, c'est de ne point tenir tous les patriotes sous les verrous. C'est d'en savoir un si grand nombre libre et vivant encore. Quelle sublime conception, quel plus remarquable calcul que celui de procurer, de laisser grandir l'insurrection pour se donner le plaisir de l'étouffer sous des monceaux de cadavres. Beaucoup de gens prennent conscience du phénomène, on finit par s'habituer à voir tous ces gens qui sont sans emploi et qui font la manche n'importe où. Et malheureusement, en tant qu'individu, je crois qu'on se sent impuissant. Qu'est-ce que moi je peux faire C'est là de la justice expéditive sur le feu, le fer, le plomb, la mitraille, que du boyau du dernier socialiste en étrangle le dernier montagnard. La troupe est passée. C'est pas vrai, quand ça? Ce matin. Et alors? Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé et là, maintenant mon journal est à la rue. Comment tu vas faire? Je verrai bien. Ils me cassent tout. Mes plombs, etc. De toute façon, un journal, ça se fait, ça se défait. Élu avec 75% des voix, Louis-Napoléon Bonaparte se proclame empereur en 1851. Charles de l'Écluse est condamné au bagne de Cayenne.
j'en parle aux passants. La condition ouvrière, depuis le machinisme, on découvre le travail des enfants. Entre 5 et 6 ans et 11-12 ans, ils sont payés au quart des adultes, ce qui va permettre la constitution de fortunes gigantesques. En 1868, 99 150 enfants, entre 5 et 12 ans, sont employés dans les usines. Bétail on m'attelle, esclave on me vend, la guerre est cruelle, l'usurier pressant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Année 1860. Le baron Haussmann aménage Paris. Le baron Haussmann déclare « Sur 1 700 000 habitants, plus d'1 million vivent dans une pauvreté voisine de l'indigence. » Les grands boulevards sont de la largeur d'une charge de cavalerie, de la longueur d'une portée de canon. La prison de la Santé est édifiée en plein Paris. Alors voilà qu'en 1864, c'est Napoléon III lui-même qui va permettre les, entre guillemets, les coalitions ouvrières. Il faut considérer l'affiliation à l'international comme un délit grave. Son existence même est un délit, puisqu'elle a pour but d'associer des malfaiteurs étrangers aux malfaiteurs français, puisque ses membres n'ont pas de patrie. Mais la lutte contre l'international sera certainement une entreprise longue, difficile. Je considère comme un devoir de conscience pour tous les amis de l'ordre social en Europe de tenter cette lutte. Au niveau du mouvement, où est-ce qu'il en est? C'est peut-être de réfléchir à l'opportunité de la grève générale. Le réveil pourrait se passer de programme, son nom en dit assez. Pour tout dire, le réveil sera l'organe de ce glorieux parti qui, depuis le XVIIIe siècle, poursuit à travers les réactions et les défaites la réalisation intégrale des principes sauveurs proclamés par la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Voilà donc tout notre programme. Après toutes les années que tu viens de traverser, tu t'obstines encore à réclamer une république alors qu'on est en plein sous l'Empire et la réaction? La Révolution n'est pas morte. Elle continue à vivre. C'est une nécessité. Dans l'évolution de l'humanité, on a besoin qu'on ait une évolution dans le rapport qui s'installe entre les classes, ceux qui sont opprimés et ceux qui oppriment. Ce que Napoléon III nous a pris, on saura lui reprendre. En 1869, à la Ricammerie, une grève terrible, on fait donner la troupe, il y aura 13 tués. À Aubin, la même année, même scénario, cette fois il y aura 14 morts. Quand il y a des difficultés, on oriente l'esprit des gens du côté de la frontière. Oui, la guerre est déclarée. La guerre ne sera pas comme on l'a dit, un nouveau 2 décembre à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Que le peuple de France se lève comme un seul homme, ce n'est qu'au roi de trembler. Mais il faut espérer que les travailleurs, les paysans, voient le gouffre qui s'impose à eux et qui est là pour les mater. Ce sont les Allemands qui attaquent les premiers, qui font le Blitz. Napoléon III remet le haut commandement de l'armée au maréchal Bazaine. Au moment où la société est menacée par l'attitude qu'a prise un parti violent et dont les tendances ne sauraient aboutir à une solution que cherchent les bons esprits, le maréchal, commandant de l'armée du Rhin, s'inspirant du désir qu'il a de sauver son pays et de le sauver contre ses propres excès, interroge sa conscience et se demande si l'armée placée sous ses ordres n'est pas destinée à devenir le palladium de la société. L'étranger est en France, encore un revers et rien ne pourra arrêter sa marche sur Paris. Le moment est donc venu des résolutions suprêmes. Paris a déjà sauvé la France en 1792. À lui de la sauver encore. Il la sauvera, nous en avons la ferme assurance. Un conseil de salut public à l'hôtel de ville et des armes pour le peuple. Debout citoyens, aux armes. Il n'y a pas d'autre choix que d'y aller.
V'là le sire de Fiche-Toncan qui s'en va en guerre. En 2 temps et 3 mouvements, Balingue Fiche-Toncan. Quand les Parisiens apprennent que l'empereur est entre les mains de l'ennemi, le 4 septembre 1870, ils proclament de nouveau la République. Vive la République! Allons enfants de la patrie! Jamais pouvoir aussi complet, dictature aussi absolue ne fut accordée d'aussi bon cœur à aucun chef de pays. Le gouvernement de la défense nationale pouvait tout demander, tout prendre, tout ordonner pour le salut public. On ne lui refusait rien. Les Parisiens s'enrôlent massivement dans la garde nationale. Eux voulaient se battre et le gouvernement passait son temps à les calomnier. Il faut battre les rebelles! On va se battre au comité! C'était le gouvernement des Jules, puisque les 3 chefs sont Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, coiffés par un Jules militaire, Jules Trochu. Ils ont une peur panique de ce que les faubourgs, qui sont pleins d'internationalistes et de socialistes, ne descendent sur l'hôtel de ville et ne constituent un gouvernement véritablement républicain. Le 19 septembre 1870, Paris est assiégé. Savez-vous le plan de Trochu? Grâce à lui, rien n'est fichu. Je n'hésite pas à déclarer aujourd'hui que je n'ai jamais eu ni une idée de stratégie, ni une idée de tactique. Donnez-moi 2 sous de flanc et 4 sous de gruyère, et je vous dirai le plan de ce brave militaire. Je sais le plan de Trochu, plan, mon Dieu, quel beau plan. Les Jules veulent que les Allemands gagnent le plus rapidement possible. Du reste, voudraient-ils se battre, et ils n'y pensent pas, qu'ils ne le pourraient pas car les généraux ne veulent à aucun prix d'une victoire de la République. La question militaire est jugée. Les armées allemandes sont victorieuses. Et Sa Majesté le roi de Prusse ne saurait attacher un grand prix au stérile triomphe qu'il obtiendrait en dissolvant la seule force qui puisse aujourd'hui maîtriser l'anarchie dans notre malheureux pays et assurer à la France et à l'Europe un calme devenu si nécessaire. Et le 28 octobre 1870, Bazaine rend non seulement les 170 000 hommes, mais toutes les fortifications intactes, ainsi que le matériel avec les munitions. Le gouvernement se réunit sur le champ. Tout le monde fut d'avis de l'armistice, car on sentait que la résistance de Paris n'était qu'une affaire d'approvisionnement. 18 janvier 1871, Guillaume Ier, roi de Prusse, se fait proclamer empereur d'Allemagne au château de Versailles. 22 janvier, la garde nationale se rebelle et attaque l'hôtel de ville. En réaction, le réveil est supprimé. Après avoir longuement réfléchi, plein de la pensée qu'il serait regrettable de rompre définitivement sans avoir tenté un dernier effort pour obtenir des élections, je fis demander à Monsieur de Bismarck de me recevoir. Je lui dis que je voudrais proposer au gouvernement de Paris de faire ces élections avec armistice, sans ravitaillement, puisque cette condition était absolument nécessaire. Le gouvernement fait appel à votre patriotisme et à votre sagesse. Voilà. Après une résistance héroïque, la faim vous a contraint de livrer vos forts à l'ennemi victorieux. Pendant le temps nécessaire à l'examen et à la discussion des préliminaires, les hostilités auraient repris. Là, comment ça repris? Et le sang aurait inutilement coulé sans une prolongation d'armistice. L'armistice? Non, mais l'armistice. L'opinion publique ne sera satisfaite que quand il y aura 10 000 gardes nationaux par terre. Pendant le siège, on enregistra 30 000 morts au combat. On voulait essayer de faire massacrer ces gardes nationaux le plus possible pour essayer de les calmer. Les Parisiens vont crever de faim par dizaines de milliers, on va bouffer tout ce qu'il y avait. Il n'y avait plus un chat, plus un chien, dans Paris, plus rien. Et ça y est, cette fois, on peut faire croire aux Parisiens qu'ils vont crever de faim. Jules Favre, la main sur le cœur, dit « Moi, je ne peux pas supporter l'idée que les femmes et les enfants vont mourir de faim. » On va attendre tout l'hiver jusqu'au 28 janvier 1871 pour faire croire aux Parisiens qu'il n'y a plus rien à manger. Vive la paix, la France est aux enchères. Demain, bourgeois, vous pouvez regoinfrer. Bismarck attend au château de Ferrières que dans
Sur 240 bataillons, 215 s'étaient fédérés. Ils savaient que l'on préparait le 3e cadavre de la République. Alors avec la fédération de la garde nationale, ils se constituaient les sentinelles de la République. L'esprit public était monté au comble de l'excitation et croyait bien que si, à ce moment-là, le gouvernement se fût avisé de dire qu'il allait faire la paix et qu'il voulait la paix, il aurait été emporté en 1 heure. Ce n'était pas la victoire qu'il voulait, c'était la reddition. Pendant ce temps-là, Thierry Bismarck négocie l'armistice qui va céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. L'Alsace et la Lorraine, on aura bien le temps de les reprendre plus tard. Attendez, c'est pas fini. Cette prolongation n'a pu être obtenue qu'à la condition d'une occupation partielle et très momentanée d'un quartier de Paris. Comment ça, on doit leur laisser un quartier de Paris? Non, mais ça c'est un scandale. Non. On va pas les laisser. C'est pas possible. Non. Cette occupation sera limitée au quartier des Champs-Élysées. Il ne pourra entrer dans Paris que 30 000 hommes. 30 000 hommes, Bill. Et ils devront se retirer dès que les préliminaires de paix auront été ratifiés. Si cette convention n'était pas respectée, l'armistice serait rompu. L'ennemi, déjà maître des forts, occuperait de vive force la cité tout entière. Regardez-nous. J'ai vécu la même chose en juin 48. Ils veulent refaire le coup du fleuve de sang. C'est qui a signé ça? Adolphe Thiers. Oh, Il faut planquer le canon. Ils les auront pas. Leur carabistouille, on connaît, leur carabistouille, on connaît ça. Les Prussiens entrent dans la capitale le 1er mars. Ils entrent par les Champs-Élysées, toutes les fenêtres, toutes les boutiques sont fermées. Ils entrent dans un silence de mort. Sous l'occupation allemande se tiennent des élections législatives. Les monarchistes favorables à la paix enlèvent les 2/3 des sièges. Et ils veulent absolument se venger de Paris. Les Parisiens votent majoritairement pour la guerre à outrance. Paris, c'est le cancer de la France et le scandale du monde. Quelqu'un pourrait-il supposer qu'il ne faut pas le plus tôt, le plus complètement possible, faire cesser l'occupation étrangère au moyen d'une paix courageusement débattue et qui ne sera acceptée que si elle est honorable? Débarrasser nos campagnes de l'ennemi qui les foule et les dévore, rappeler des contrées étrangères nos soldats, nos officiers, nos généraux prisonniers, reconstituer avec eux une armée disciplinée et vaillante, rétablir l'ordre troublé. Paris avait besoin d'une leçon. 530 paix à tout prix ne veulent plus venir siéger à Paris. Dehors plus facilement, ils comptent nous mettre dedans. On veut décapitaliser Paris et ça c'est le coup dur pour les Parisiens. Jamais dans l'histoire de la République on avait vu le pouvoir siéger ailleurs qu'à Paris. C'est prétend qu'ils veulent nous punir en Guillaume d'avoir voulu tenir et qu'ils nous pardonnent pas d'avoir tous nos pas. Pour pas manger de la sûre, vive le son, et pour faire nos chaussures, vive le son du canon. Il faudra tôt ou tard un coup de force, le plus tôt sera le mieux. Je souhaite qu'on en finisse une bonne fois. Je compris que si Paris se soulevait, les troupes détachées pour garder l'Assemblée manqueraient à l'armée qui marcherait contre l'insurrection. Cette considération me fit préférer à Fontainebleau, Versailles, qui n'était qu'à 4 lieues de la capitale et la dominée complètement par le Mont Valérien. Tout semble prêt pour un coup d'État destiné à tuer la République. La division Susbiel était chargée d'enlever la butte Montmartre. La division Faron devait prendre les hauteurs de Belleville et ramener les pièces de canon établies sur ces 2 points. Pendant ce temps, la division Meuduit avait pour mission de garder avec une brigade la place de la Bastille. Et avec l'autre, elle devait occuper la cité.
À 3 heures, les troupes étaient sur pied, sortaient des casernes, et à 5 heures, elles arrivaient sur les hauteurs, qui furent enlevées avec une extrême promptitude. Halte! Qui va là? Infraction. Mon général, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. On attend quoi? On attend les attelages. Pourquoi ils sont pas déjà là? Silence! Nous avons été malheureux dans la seconde opération. Quand bien même on aurait pris les meilleures dispositions pour emmener les canons, traverser Paris avec 250 attelages était une opération des plus difficiles et des plus chanceuses. Ministère de la Guerre, 3e direction, une décision ministérielle du 1er mars a autorisé le prélèvement dans l'artillerie des 1800 chevaux actuellement disponibles et dont l'entretien est une charge pour l'État. Paris, le 16 mars 1871. Mais on va attendre encore longtemps? Ça se demandait si on est vraiment là pour les canons. Silence dans les rangs. Cet homme est mourant. Il faut l'évacuer tout de suite. Enfin, vous voyez bien, il faut le soigner. Pas question. C'est très bien ce qu'on fait d'un cadavre dans une émeute. Mais qu'est-ce que vous faites là avec Circulez, nos canons? citoyenne. Trahison! Circulez! Trahison! Aux armes! Ce n'est pas ça, Nous qui les avons fait. C'est nous qui avons combattu avec. Reculez, s'il vous plaît. Ordre du général. Allez, citoyens, allez, je suis sûr que vous devez avoir soif. Les commissaires de police, chargés des arrestations dans les quartiers occupés, ont besoin d'être soutenus par des pelotons de troupes. Les généraux ne croient pas pouvoir le faire dans la crainte de disséminer leurs forces. Je t'amenais la soupe au prince Eugène. Tu me remets? Et maintenant, tu veux nous tirer dessus? Bon, ça suffit maintenant. Baïonnette au canon. Mon homme s'est battu avec vous contre les Pruscos. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faites pas ça, camarade. Reculez maintenant. On joue. Mais vous allez pas tirer. Allez, on joue maintenant. Tu vas vraiment tirer? Tire sur les vieilles, ça nous évitera l'hospice. Tire pas sur la petite maman, quand même. La crosse en l'air, camarade. Je dois déclarer que ma conviction est que les hommes n'auraient pas tiré. Ils n'ont pas fait la moindre résistance pour rendre leurs fusils et sont partis bras dessus, bras dessous, fraternisant et chantant avec les gardes nationaux. Feu, soldats! Tu vois? Merci. Ah mon gars, t'as raison. La crosse en l'air. Merci. On n'en meurt pas. Merci, mes petits gars. Vive la République. Vive la République. La sociale. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Attends, ça va être ton tour, mon général. Les ordures comme toi, on les colle au mur. Pas la peine de prier ton bon Dieu, il voudra même pas de toi. Le meurtre des généraux Lecomte et Thomas furent les seules violences commises par les Parisiens ce jour-là. Puis longtemps, monsieur Thiers s'était dit, j'aurais besoin d'un petit conflit. Qu'est-ce que je trouverais bien pour vexer le Parisien? Car pour rétablir l'ordre, vive le son, faut bien qu'il y ait du désordre, vive le son du canon. Le bataillon qui cernait l'hôtel de ville se retire. 18 mars 1871, 18h. Jules Ferry. Comment? Quitter les lieux immédiatement pour Versailles, alors que Paris est calme? Pourquoi Adolphe Thiers donne-t-il un tel ordre? Qu'avait fait le comité central que de suivre le peuple, d'occuper un hôtel de ville abandonné? Et alors, que réclament les insurgés? On n'est pas insurgés, nous. On s'est défendus. Vous êtes défendus et les généraux collés au mur. Clémenceau, qu'est-ce que tu racontes? Jamais on a voulu prendre le pouvoir. On a le pouvoir, mais on l'a pas demandé, on l'a pas cherché, on l'a pas voulu. Jamais révolution n'avait plus surpris les révolutionnaires. La République, l'Assemblée nationale siège à Versailles aujourd'hui. Nous, on est là, à Paris, on n'a rien demandé. Parce qu'ils ont peur de nous, parce que nous sommes très effrayants. Et maintenant, ils s'éloignent pour dire qu'on leur veut du mal. Et alors quoi? Vous voulez organiser vos élections? Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Je voulais aborder aujourd'hui une question délicate, c'est la situation à Paris en ce moment même. C'est l'anarchie totale, là, on maîtrise plus rien. L'anarchie, Paris est calme en ce moment, il y a eu quelques événements. C'est calme? Vous voulez dire ça, c'est calme? Chez moi, ils sont inquiets. Hein. Mais enfin, vous n'allez pas faire le siège de Paris tout de même. Un coup de but, monsieur, on discute avec ces gens-là. On va les saccager, ils vont boire leur jus. Nous espérons que, moyennant quelques mesures fort simples qui montreront nos sympathies pour la population parisienne, l'ordre sera rétabli immédiatement dans Paris. C'est quoi cette affiche? Je sais pas moi.
République française, je m'empresse de porter à votre connaissance que, d'accord avec les députés de la Seine et les maires élus de Paris, nous avons obtenu du gouvernement de l'Assemblée nationale, premièrement, la reconnaissance de vos franchises municipales. Paris aussi? Paris est indépendant. C'est-à-dire que nos élections à la commune, elles sont reconnues? Indépendantes? Oui. Indépendantes? Extraordinaire. Deuxièmement, l'élection de tous les officiers de la garde nationale, y compris le général en chef. Nous, on vote. Vous votez. Ouais, on vote. Incroyable. Et après, la modification de la loi sur les échéances. C'est quoi ça? C'est les échéances, c'est ce que nous payons, c'est notre location. Ah, ils viendront pas nous expulser avec nos gamins. En attendant que vous confirmiez ma nomination, que vous m'ayez remplacé, je resterai à mon poste d'honneur pour veiller à l'exécution des lois de conciliation que nous avons réussi à obtenir et contribuer ainsi à l'affermissement de la République. Vive la République! Pas de guerre civile! Vive la République! En mars 1871, le vice-amiral commandant en chef provisoire cessé. Vive Vive le peuple de Paris! Elles sont à nous, ces élections, elles sont à nous. Au nom du peuple, la commune est proclamée. Vive la commune! Quoi qu'il arrive, dû sur nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est consolée. Nous sommes payés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui comme moi a les cheveux gris. Et toi, marmot, qui joue aux billes derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi. Le 18 mars te l'a sauvé belle, gamin. Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de honte, avoir l'indicible douleur des déshonorés. C'est fini, nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. On va voir ce qui sortira de ces inégalités accumulées. Du reste, si le gouvernement, pour éviter l'effusion de sang, a temporisé, il n'est point resté inactif, et les moyens de rétablir l'ordre n'en seront que mieux préparés et plus certains. Le chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers. C'est un mouvement confus, opaque, obscur de pauvres gens qui voudraient cesser d'être absents de la scène de ce monde où se joue leur destin. La Commune de Paris est l'antithèse absolue de ce qu'était le régime autoritaire avant. C'était un bon gouvernement, des gens honnêtes, désintéressés. Rochefort dira même « La Commune est le seul gouvernement honnête que la France ait jamais eu ». Charles, tu es désormais élu délégué communal et en plus tu es député depuis février. Que comptes-tu faire ? Après l'exil, après Cayenne, je jette ce qui me reste de vie dans la Commune de Paris. Il n'y a pas de chef. Les membres de la commune se font payer 450 francs par mois, alors que les Jules, les membres du gouvernement, se faisaient donner 40 000 francs par an. Ça serait bien. Le nommé Olivieri, sergent au 33e bataillon du 139e régiment de ligne, a déclaré formellement que son régiment marcherait jusqu'à Paris, mais qu'il se refuserait de tirer et lèverait la crosse en l'air. Oh, bonjour Freddy, je t'avais pas vu. Regarde. Elles ont poussé pour la commune. Et moi, j'ai été récupérer mon matelas, mon piété chez ma tante. Pourquoi vous n'allez pas chez ma tante, rue des Francs-Bourgeois? Vous pouvez récupérer vos bijoux et tout. Et là, ils profitent sur vous en plus de 3 fois le prix. Ces salauds d'huissiers, tout le pognon qui se sont faits sur les pauvres. Par contre, c'est fini. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pain dans les boulangeries, mais bon. Ça va revenir. La commune décrète entre autres. Premièrement, l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries. Deuxièmement, la commune décrète ceci. Les ateliers qui sont abandonnés seront remis à la collectivité ouvrière. Mais si le patron revient, on discutera avec lui à l'amiable pour le montant de l'indemnité. Troisièmement, pour toute fourniture à la commune, c'est-à-dire à l'armée de la commune, l'avantage sera donné aux associations ouvrières. La commune va établir un plafond des traitements, aucun fonctionnaire français ne pourra toucher plus de 6 000 francs. C'était pas l'opulence, mais justement, il voulait une république pure et dure. En plus, interdiction du cumul des mandats. Il y a une commission de l'enseignement où siège Vallès, écrivain. Vallès dira « Écoutez, on va faire ce qu'on pourra, mais nous montrerons au moins ce que nous voulions faire. » L'enseignement primaire sera gratuit, laïque et obligatoire. Ils ont l'idée pour la première fois d'écoles professionnelles.
Soldats, vous avez répondu à la confiance que la France avait mise en vous. Par votre bravoure, votre énergie, vous avez vaincu les obstacles que vous opposait une insurrection disposant de tous les moyens préparés pour nous contre l'étranger. Le pays vous applaudit et y voit le présage de la fin d'une lutte que nous déplorons tous. Paris nous appelle pour le délivrer du prétendu gouvernement qui l'opprime. D'ici peu, nous planterons sur les remparts le drapeau national et obtiendrons le rétablissement de l'ordre réclamé par la France et par l'Europe entière. Soldats, vous avez mérité la reconnaissance de la patrie. Ordre général. Le président du Conseil, chef du pouvoir exécutif, a décidé qu'il serait distribué aux troupes de l'armée de Versailles une ration de 24 fois par jour, eau-de-vie 3 fois par jour. Dimanche 20, lundi 20, mardi eau-de-vie, mercredi 20, jeudi eau-de-vie, vendredi 20, samedi eau-de-vie. Ce n'était pas tout que de réconforter l'armée sauvée de Paris. Il fallait la porter à 120 ou 130 000 hommes et surtout la munir d'un immense matériel de siège. Il restait les débris de nos armées. Je me hâtais de les réunir, de les réorganiser, et c'est avec ces débris que je composais l'armée qui est parvenue à arracher Paris à la révolte. Monsieur de Bismarck offrait publiquement ses secours contre la Commune, secours qu'évidemment nous ne pouvions point accepter. Il nous pressait lui-même d'en finir. Malgré le traité qui limitait à 40 000 hommes l'armée de Paris, Monsieur de Bismarck consentit à une augmentation qui fut d'abord de 100 000, puis de 130 000 hommes. Il nous en fournit lui-même les moyens, en nous renvoyant un nombre assez considérable de nos prisonniers. Nous avons eu jusqu'à 170 000 rationnaires. 2 avril 1871, Versailles attaque. Versailles a attaqué les fédérés. La Commune est maintenant un gouvernement complètement illégitime. Impossible de rester là-dedans. Démissionnons. Allons-y, partons. 3 avril, les Parisiens marchent sur Versailles. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Le Mont Valérien a tiré trahison. Ils étaient neutres ici, ils nous bombardent. On mitraille le peuple. Ce que je sais, c'est que ce fort a une histoire un peu particulière parce que les communards auraient dû normalement s'en emparer. Et c'est une de leurs grosses erreurs que de l'avoir laissé aux Versaillais, ce qui fait que le fort participera allègrement au bombardement de l'ouest parisien et donc à la défaite finale de la Commune. À 7h, les insurgés, des Bouches de Courbevoie, marchant sur Nanterre, le Mont Valérien ouvre immédiatement un feu énergique sur leurs colonnes compactes. Un grand désordre s'y manifeste de suite. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle la Défense ici, sur ce site? La Défense La Défense... La défense de l'Arc de Triomphe contre eux. C'est un site de défense peut-être. Non. Non? Ça vous intéresse? Non, non plus. Voyez mourir la Commune, écoutez bien. Non, we don't know. Non. La Défense. Il y a les statues de la Défense là-bas. Bien. C'est pas Notre-Dame de la Défense ou... Ouais, avec un guerrier, agonisant à ses à pieds, exactement. Oui, c'est vrai. Ah ben, c'est pour manger. C'est tout petit. Et il s'est passé... Ah, c'était la garde... Non, c'est pas garde 100 ans. La défense de Paris, le siège de Paris en 1870, qui a abouti à la Commune de Paris. Et je pense que là, on a des représentants de la garde mobile parisien, et là, c'est un fantassin de l'infanterie, armé du fusil chasse-peau modèle 1866. Mais comment attaquer Paris? On estimait à 30 jours, au moins, le temps nécessaire pour être au pied des murailles et pouvoir établir les batteries en brèche. J'étais persuadé que par la puissance des feux, on pouvait amener des résultats imprévus et décisifs. Les transports commerciaux sur les chemins de fer furent suspendus et on amena ici des masses prodigieuses de pièces de canon. Ça portait quand même à 8,5 km cet engin.
Paris bloqué, privé de correspondance. Paris bombardé, n'a plus d'autre alternative que de vaincre ou de périr. Mon général, sur l'invitation de l'un de messieurs vos officiers d'état-major, j'ai l'honneur de vous adresser les renseignements topographiques suivants, recueillis sur place dans la mission spéciale dont il a bien voulu me charger, en votre nom, comme employé aux ponts et chaussées de la ville de Paris, pour signaler les plus récentes dispositions prises par la défense, que j'estimerais utile à faire connaître au corps d'attaque, avec croquis à l'appui autant que possible. Jean Ducatel, éclaireur volontaire du général Douai, 13 mai 1871. Paris eût appris qu'une moitié de la capitale espionnait l'autre. Dans la grande cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu brosé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille pour palais, ils n'ont qu'un Tony, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Vous savez sans doute que nous avons pris le fort d'Issy, lequel a cédé à la violence des feux, ainsi que je l'ai toujours pensé. Maintenant, l'enceinte est désarmée du côté du Point du Jour, et les grandes batteries d'environ 100 bouches à feu tonnent en ce moment sur les portes de Passy et d'Auteuil. Nos tranchées, sous la protection de ces feux, sont à distance, où la batterie de brèche est possible, et tout nous promet un résultat prochain. Consommation de la journée. Total, 1085 obus. Nos troupes, maîtresses de tous les bastions depuis le Point du Jour jusqu'au-delà des Ternes, en conséquence, le rôle actif du Mont Valérien est terminé. L'issue de la lutte n'est plus douteuse. Dimanche 21 mai 1871, les Versaillais pénètrent dans Paris. Il fallut 17 heures pour faire entrer 130 000 hommes et notre nombreuse artillerie. Au moment de la semaine sanglante, l'enceinte est toujours occupée au nord-est par les Allemands. Ceux-ci vont livrer obligeamment le passage à l'armée de Versailles, tandis qu'ils vont refouler vers les combats les Parisiens qui tenteraient de s'échapper. Entre les obus des Versaillais et les incendies des communards, Paris brûle. Ma chère sœur, je ne peux ni ne veux servir de jouet à la réaction victorieuse. Je n'ai plus le courage de subir une nouvelle défaite, après tant d'autres. Ton frère qui t'aime jusqu'à son dernier moment. De l'Escluse. Monsieur, n'allez pas, c'est dangereux. Monsieur, non. Il y a des dangers là-bas, il y a la guerre. Qu'est-ce que tu fais, Charles? Non, Charles. Ce rapport du soldat qui découvre le gisant de Delescluze. J'apprends que le corps de Delescluze, le fameux chef de la commune, était déposé dans l'église Sainte-Marguerite. Je contemple le visage fin et délicat, qui était celui d'un penseur, de cet homme néfaste, qui devait avoir beaucoup souffert pour une mauvaise cause. Les scélérats de la commune sont écrasés. Les derniers repères des buttes Chaumont et du Père-Lachaise viennent d'être enlevés par nos admirables soldats. Le bandit de l'Escluse a été trouvé mort derrière une barricade du Prince Eugène. Tout sera purgé demain.
Alors, ma jolie, t'en fais pas, je vais te soigner, moi. Allez, emmène-la. Que la France respire et soit fière de sa brave armée. Soldats, on joue. Vive la Commune! Vive la République! Je dois admettre que ces lâches meurent comme des braves. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Application de la loi de réquisition. Non, c'est la réquisition. Oula, on y va doucement. Ça va être un peu long. Bravo! Les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Ouais, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Bientôt, les condamnés arrivèrent si nombreux qu'au lieu de les emmener au grotesque tribunal établi au théâtre Châtelet, on les conduisit tout droit à la caserne Lobau, c'est-à-dire au champ d'exécution. Les cours martiales envoyaient un certain nombre de gens directement à l'abattoir et puis on en mettait de côté un certain nombre d'autres. Il reste à M. Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Allons, honnêtes gens, un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique et sociale. Nos soldats ont simplifié la besogne de la cour martiale, mais il ne faut pas se dissimuler que beaucoup de coupables ont encore échappé au châtiment. Citoyenne Louise Michel, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de sang, j'en veux ma part, moi. 12 balles dans la peau, c'est tout ce que vous pouvez contre moi, mais l'idée de la liberté ne mourra jamais. Louise Michel sera condamnée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Elle en revient en 1880 à l'amnistie des communards. En France, il n'y a pas de démocratie sociale, par exemple. Il n'y a pas de démocratie sociale. Monsieur Thiers, à la tribune de l'Assemblée le 8 juin, va déclarer ceci. Nous avons remporté une victoire immense, une des plus grandes victoires que l'ordre social et la civilisation aient jamais remportées. Nous sommes débarrassés du socialisme. Adolphe Thiers est nommé président de la République en août 1871. J'accuse une seule solution, la révolution. Une seule solution, la révolution. Il est cher dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu, la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu, la commune n'est pas morte. Voilà la fin solide. Non, c'était pas terrible. On a fait 3-4, un truc comme ça, non, comptez pas. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, Dieu cher dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Il faut qu'on la fasse en entier, je pense. Hein. Ouais. On va la refaire en entier. On la refait. Mais on fait 3-4. On fait 3-4. Au moment où les possédants frémissent d'aise, Eugène Potier, membre de la commune, qui est resté caché dans une mansarde de Montmartre, compose une chanson. Sera le genre humain, c'est la lutte.